il s'agit essentiellement des syndromes aortiques aigus qui regroupent, comme vous le savez, trois entités que sont la dissection aortique, l'hématome de paroi, les ulcères pénétrants. Il faudrait ajouter les anévrismes compliqués, notamment au stade de rupture. C'est des patients, comme vous le savez, qui vont consulter devant des douleurs thoraciques, mais aussi des chocs, notamment hémorragiques, surtout quand on a une rupture de cette aorte. Alors, il s'agit d'une pathologie complexe avec, on le verra tout à l'heure, beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer la survenue de ces différents éléments, de ces différentes entités qui nous amènent à faire de l'imagerie. Et parmi ces complications qu'il faut redouter, c'est bien sûr la rupture de l'aorte, mais aussi les ischémies de retentissement sur les différents viscères vascularisés par ces collatérales. Alors, il s'agit d'urgences médicales, mais aussi thérapeutiques, bien sûr, parce que ça peut menacer le pronostic vital. L'imagerie est diagnostique, mais aussi thérapeutique, on verra tout à l'heure. Dans tous les cas, l'imagerie devra faire une description précise des lésions. L'imagerie doit permettre une classification topographique. On verra que cette classification elle est déterminante dans la prise en charge. Et cette imagerie doit rechercher les différentes extensions, notamment dans les cas de dissection au tronc aortique, aux vaisseaux, aux artères à destinée viscérale, et doit rechercher aussi l'atteinte des structures voisines, notamment dans les cas de complications comme les ruptures au sein du péricarde et du médiastin. Alors, le bilan se devra d'être exhaustif, permettant d'évaluer donc le potentiel évolutif de ces lésions, parce qu'on verra que la stratégie thérapeutique va tenir compte de ces différents éléments. On utilisera essentiellement de l'échographie et de la tomodensitométrie, surtout de la tomodensitométrie, mais il faut savoir que pendant longtemps, la radiographie faisait partie des standards, donc en tout cas pour l'exploration. On se disait qu'en première intention, on pourrait faire de la radiographie, pas forcément pour faire le diagnostic de l'urgence aortique, mais surtout pour éliminer les diagnostics alternatifs. Mais dans tous les cas, un scanner sera réalisé, comme mon collègue l'a dit tantôt, devant une douleur thoracique aux urgences. La première étape, c'est souvent la tomodensitométrie. On verra que l'échographie a un rôle fondamental. Souvent, c'est pour l'aorte ascendante, c'est souvent le cardiologue qui va faire son ETO. Mais dans tous les cas, c'est vraiment la tomodensitométrie qu'on réalisera en première intention pour être dans la vraie vie et non la radiographie. L'IRM, dans certaines indications particulières, comme vous le savez, dans les contre-indications à l'imagerie utilisant des rayons X, et l'angiographie est utilisée sur le plan de la prise en charge thérapeutique. Alors, ce scanner sera d'abord sans injection. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte effectivement de douleur thoracique. Il faudra penser à une atteinte aortique où on recherchera des éléments qui nous permettent de dire c'est ou non un hématome de paroi. Donc il faut forcément, devant une douleur thoracique, commencer par un scanner avec sans injection de poudre de contraste. Sachant que avec maintenant les scanners spectrales, on peut se passer de cette étape en faisant des reconstructions qui nous permettent, avec les différentes énergies, de voir l'hématome de paroi sur ces examens. Alors, il faut faire une synchronisation à l'ECG si on le peut. Je donne un exemple simple. Pour l'aorte ascendante, vous allez avoir des artefacts en réalité qui sont liés à une mauvaise résolution temporelle. Alors, si on fait la synchronisation à l'ECG, on évite d'avoir ces artefacts parce que ces artefacts peuvent simuler à s'y méprendre des dissections. Il nous est arrivé avec notre expérience d'être appelé pour regarder une éventuelle dissection de l'aorte ascendante. En réalité, ce ne sont que des artefacts. Donc, si vous pouvez faire de la synchro avec l'ECG, c'est l'idéal. Alors, il faut savoir que quand on a, par exemple, une dissection, l'extension peut se faire jusqu'au niveau des artères des cuisses, donc jusqu'aux artères fémorales. Donc, quand on vous dit
recherche d'une urgence aortique, recherche de dissection, vous devez savoir que votre exploration doit commencer des TSA jusqu'au niveau des artères fémorales, sinon vous risquez de passer à côté de peut-être une chose essentielle qui est en fait un retentissement sur les collatérales. Le débit idéal doit être élevé jusqu'à 5 ml par seconde. La quantité de produit de contraste, je ne reviens pas dessus, le professeur Akpo en a parlé, mais avec les scanners à double énergie, le scanner spectral, la quantité de produit est en train de diminuer. Avec 50 cc ou 60, on peut réaliser un examen convenable. Il faut des coupes fines et il faut faire bien sûr des reconstructions dans les différents plans, ça vous savez bien faire. Mais ce qu'il faut savoir, il ne faut pas oublier de faire un passage tardif. Parce que ce passage tardif va vous permettre d'explorer le faux chenal, mais surtout, un élément important, c'est la malperfusion viscérale qu'on verra tantôt. Alors, sur le plan de la physiopathologie, tout le monde sait que vous avez une rupture au sein de la média. Vous savez qu'un tiers de cette média va passer de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez identifié votre porte d'entrée, vous êtes sûr qu'il y a une rupture de cette média. Mais du point de vue physiopathologique, quand vous avez une rupture de la média et que le sang passe au sein de la paroi, les forces qui devaient, si vous vous souvenez un peu de votre physique, vous avez deux types de forces. Les forces qui entraînent la paroi vers la lumière et les forces qui l'éloignent de la lumière. Quand vous diminuez l'épaisseur de la paroi, les forces qui l'éloignent de la lumière vont être beaucoup plus importantes. Ils seront prépondérants par rapport aux forces qui reviennent dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le sang aura tendance à entrer dans une cavité qui va être beaucoup plus molle en termes de résistance pour revenir vers la lumière. Et c'est pour ce cas qu'on a chaque fois une augmentation continue de ce faux chenal. Et quand on verra les images, à chaque fois que vous regardez bien, le faux chenal est souvent beaucoup plus, en tout cas volumineux, que la lumière normale. Alors, on parlera donc de porte d'entrée, mais aussi de réentrée, parce que vous allez trouver tout au long de cette dissection, parce que le sang, tant qu'il y a de la pression, va déchirer la paroi et avancer. Vous pouvez avoir d'autres entrées, d'autres portes d'entrée. On parlera de réentrée. Alors, cet aspect va donner des éléments que nous, on va utiliser en sémiologie. Le premier élément, c'est bien sûr la porte d'entrée. Le deuxième élément, c'est que vous avez l'intima qui est collé avec une partie de la média, c'est le tiers qui flottait, qui s'est détaché et va constituer une membrane, entre guillemets, qui a flotté dans la lumière, qu'on appellera le flap intimal. Ça, vous connaissez bien. Alors, ce flap intimal va délimiter donc le vrai du faux chenal et vous allez évaluer ce faux chenal en appréciant l'existence d'un caillot ou bien d'une cavité qui continue à circuler, et ceci grâce à l'injection de produits de contraste. Quand on utilise l'échographie transœsophagène, on voit mieux le flux qui va quitter la vraie lumière, donc le vrai chenal, vers le faux chenal. Ça, c'est vraiment important parce que sur le scanner, on n'arrive pas à le voir. Mais quand vous faites de l'échographie, notamment transœsophagène, vous voyez bien, il y a un flux très rapide qui montre que le sang quitte la vraie lumière pour alimenter le faux chenal. Et vous avez cet aspect tourbillonnant. Tant qu'il y a une pression, vous allez alimenter le faux chenal, donc ça va être circulant. Mais lorsque cette pression diminue, notamment lorsqu'on commence à baisser la tension, à mettre disons une endoprothèse ou autre, vous allez voir que cette zone qui est alimentée, n'étant plus alimentée, va cailloter et va finir par se thromboser. On est toujours dans la physiopathologie. Alors, sur le plan purement sémiologique, les éléments à chercher, c'est bien sûr la porte d'entrée, parce que cette porte d'entrée que vous allez chercher, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui va vous permettre de faire une classification et de dire qu'il y a une atteinte de l'aorte ascendante, donc on est dans du Stanford A. Il y a une atteinte plutôt de l'aorte descendante, merci, on est
dans du Stanford B, parce que essentiellement, le de Bakkey n'est quasiment plus utilisé, parce que ce qui est fondamental, on le verra, c'est que, est-ce qu'il y a une atteinte de l'aorte ascendante ou est-ce que c'est juste l'aorte descendante? Si c'est une atteinte de l'aorte ascendante, la prise en charge va forcément être différente, on verra tout à l'heure. Alors, donc, rechercher la porte d'entrée, mais aussi rechercher l'aspect du faux chenal. Souvent, le faux chenal est moins opacifié. Parfois, elle est compressive parce qu'il y a une forte pression dedans. J'ai dit tantôt que sur le plan purement physiopathologique, on comprend pourquoi ce faux chenal a tendance à être beaucoup plus volumineux que le vrai chenal. Et malheureusement, en étant volumineux, ce faux chenal peut comprimer le vrai chenal avec des conséquences péjoratives. Ici, il y a un signe qu'il faut peut-être chercher, c'est disons le signe du Cobweb, où en fait, en réalité, c'est des reliquats du flap qui s'est détaché donc, de la paroi qu'on peut retrouver. Donc, ce n'est pas deux flaps, mais c'est juste un flap avec un reliquat. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le signe du bec. Quand vous regardez le faux chenal ici, qui est bien opacifié sur la branche portion descendante, vous voyez que l'angle de raccordement de votre flap avec la paroi, elle donne un aspect en bec. Et ce qu'il faut rechercher, encore une fois, c'est la malperfusion, mais je préfère qu'on en discute tout à l'heure. On va parler d'abord de la classification, la dissection de type A. Pourquoi on insiste sur cette dissection de type A? Cette dissection de type A, elle est mortelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'urgence absolue en termes vraiment d'atteinte par dissection de l'aorte. Il faut analyser la valve. Souvent, nous, on ne la fait pas, cette analyse. C'est surtout le cardiologue. Parce que c'est en fonction de cet aspect qu'on va discuter d'une chirurgie conservatrice ou pas. Parce que le type A, c'est une urgence. Quand vous avez un type A au Sénégal, c'est quand même compliqué. Parce que le type A, normalement, c'est une chirurgie de l'emplacement de l'aorte ascendante. Vraiment, c'est très compliqué. Il faut que nos collègues arrivent à régler ce problème. Parce que moi, quand je vois une dissection de type A, je suis complètement découragé. Parce que non seulement il y a des risques de complications avec des ruptures dans la plèvre ou autre, mais ce qui est sûr, c'est que ce type A, vous devez savoir que c'est l'urgence absolue. Il faut remplacer la crosse. Alors, le type B, c'est à partir du moment où votre porte d'entrée se fait au-delà, ou après en tout cas, la sous-clavière gauche. Et ce type B peut s'étendre, le flap intimal peut aller jusqu'au niveau, comme je l'ai dit tantôt, des iliaques, voire même de l'artère fémorale. Je ne parle même pas encore des flaps intimales au niveau des artères viscérales. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand je fais mon exploration, je dois commencer des TSA jusqu'au niveau des artères des membres, en tout cas de la cuisse. Vous ne pouvez pas explorer une dissection aortique en vous arrêtant au thorax. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on vous appelle pour une urgence aortique, vous devez somatiser déjà votre protocole. Même si la douleur est thoracique, même si je soupçonne autre chose, je dois penser à faire une exploration de toute l'aorte. Soit je le fais en un second temps, mais dans tous les cas, je dois explorer toute l'aorte. Vous n'avez pas le droit de dire dissection de l'aorte thoracique et vous arrêtez là. Vous n'avez pas le droit. Vous devez nous dire où est la porte d'entrée et quelles sont les différentes extensions. Alors, ces extensions, malheureusement, peuvent se faire vers les artères viscérales. Vous voyez ici, vous avez un flap intimal qui peut aller jusqu'au niveau des artères viscérales. Et à ce moment, la question qu'il faut se poser, c'est que il faut bien identifier le vrai chenal et le faux chenal. Parce qu'il y aura des artères qui vont se brancher sur le vrai chenal et d'autres qui vont se brancher sur le faux chenal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on décide de traiter en mettant par exemple une endoprothèse sur le vrai chenal pour, disons, entraîner une expansion de ce vrai chenal et comprimer le faux chenal pour que ce faux chenal se thrombose, on risque aussi de boucher les artères qui étaient branchées dans le faux chenal. Et tout ce bilan, c'est au radiologue de le faire. Parce que le chirurgien vasculaire ou le radiologue interventionnel qui va faire le traitement doit avoir toutes ces notions parce qu'il doit perforer justement un chemin
entre le faux et le vrai pour réalimenter ces vaisseaux. Donc c'est important. Alors, dans la malperfusion viscérale que j'ai préféré isoler, vous avez en réalité des conséquences de cette extension de la dissection au niveau de ces artères, de ces collatérales à destinée viscérale. Quand elle est dite statique, ça veut dire que vous avez une vraie extension de la dissection sur l'artère. C'est-à-dire que votre dissection, le flap intimal, va continuer sur votre artère viscérale. Ici, vous avez une mésentérique supérieure. Et quand on regarde les viscères qui sont branchés, en tout cas qui sont concernés par cette dissection, on verra qu'il peut y avoir des malperfusions. Ici, vous avez un rein qui n'est pas opacifié au temps artériel, le parenchyme rénal n'est pas opacifié à droite, alors qu'à gauche, vous avez bien une opacification, ce qui veut dire que l'artère rénale droite est soit disséquée ou en tout cas est branchée peut-être dans un faux chenal qui ne circule pas. Ça, c'est statique. Lorsque c'est dynamique, ça veut dire que vous avez un flap qui va se coller sur votre, disons, votre vaisseau, la lumière ou en tout cas l'osseum de votre vaisseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le faux chenal a comprimé le vrai chenal et l'a poussé jusqu'à ce que le flap se colle sur l'osseum de votre artère viscérale et va l'obstruer et entraîner bien sûr un défaut d'opacification, un défaut de vascularisation de votre viscère. Donc vous avez soit statique, la dissection s'étend vers l'artère viscérale, ou dynamique, le flap va boucher l'osseum de votre artère viscérale. Et il est important de bien sûr regarder le parenchyme, c'est ça qui va vous donner donc les éléments dits de malperfusion viscérale. Alors, à côté de cette dissection, avec ces différentes complications, vous allez rechercher ce qu'on appelle l'hématome pariétal. Ici, il ne s'agit pas en réalité de déchirure sur la média, mais vous avez un saignement au niveau des vasa vasorum, qui sont les vaisseaux, les petits vaisseaux qui vont vasculariser la paroi, et ces saignements vont donner de l'hématome, du sang au sein de la paroi. Donc le fait important, vous n'allez pas retrouver de flap intimal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais mon angioscanner, je vois une image pareille, où j'ai un épaississement de paroi qui n'est pas opacifié, je peux penser à une dissection avec un faux chenal qui est thrombosé. Mais tant que je n'ai pas vu de flap intimal, ça veut dire que il faut que je pense à un hématome de paroi. Ceci d'autant plus que vous avez une clinique qui va dans le sens d'une douleur thoracique. Le scanner spectral peut vous permettre de revenir en arrière sans reprendre l'examen, parce que si vous ne faites pas votre acquisition sans injection de produit de contraste, vous n'allez jamais voir l'hématome de paroi. Donc, douleur thoracique, premier temps de l'examen, c'est un scanner, en tout cas une acquisition sans injection de produit de contraste. Alors, lorsqu'on injecte le produit de contraste, cette hyperdensité spontanée va devenir une hypodensité et on va avoir une opacification de la lumière circulante. Le diagnostic différentiel se fera avec les aortites. Dans les aortites, sur les acquisitions tardives, vous pouvez avoir un rehaussement de la paroi. Et souvent, c'est bien circonférentiel, c'est rehaussé, et vous pouvez même avoir des ganglions périphériques. L'évolution d'un hématome de paroi, si le patient est sous traitement, c'est bien sûr l'arrêt de l'extension, c'est la résolution, et même des fois de la résorption. Certains auteurs disent qu'on peut passer vers l'étape même de la dissection, parce que je vous rappelle qu'on est dans un contexte d'hypertension artérielle. On peut être dans un contexte de malformation de parois, de malformation, par exemple, les bicuspidies. Vous savez que dans les bicuspidies, il y a beaucoup normalement, on est censé avoir 3 queues, pour ceux qui ne le savent pas. Dans tous les cas, vous pouvez avoir, avec l'hypertension artérielle ou non, vous pouvez avoir une mauvaise répartition des flux qui vont taper sur la paroi. Et ça peut être une cause de dissection. Mais ça, bon, c'est vraiment de la... Disons, c'est les éléments de recherche qui peuvent nous prouver cela. À côté de cela, vous avez les ulcères pénétrants. L'ulcère pénétrant, souvent, vous allez avoir une plaque. Et au sein de cette plaque, vous allez avoir un cratère du moins. Et ce cratère, malheureusement, peut avoir une évolution rapide
personne ne peut donner la dynamique d'évolution du cratère. Parce que le cratère, cet ulcère, peut évoluer pour donner même un faux anévrisme. C'est pourquoi ça devient une urgence. Ici, vous avez une plaque en échographie, que vous voyez bien. Donc, sur cette échographie, vous voyez la plaque à ce niveau. Et vous avez l'ulcère qui se fait au sein de la plaque. Donc, quand on parle d'ulcère pénétrant, athéroscléreuse, souvent, il y a une plaque. Parce que le diagnostic différentiel peut se faire avec les diverticules aortiques où il n'y a pas de plaque. Et cette image d'addition que vous voyez ici devient une urgence, parce qu'à tout moment, ça peut se rompre. Alors, quand ça se rompt, bien sûr, on va avoir quasiment les mêmes signes que quand on a une rupture d'anévrisme. Vous savez que l'anévrisme, vous allez avoir une disparité de calibre qui est localisée. Ça peut être un anévrisme fusiforme avec 2 collets ou un anévrisme saxiforme avec 1 collet. Quand vous avez quelqu'un qui est connu porteur d'un anévrisme, à partir du moment où il est plein de douleur, ça devient une urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit l'anévrisme est en train de fissurer, ou en tout cas de se remodeler, allant vers une évolution péjorative, notamment la rupture. C'est pourquoi on a un cut-off où on dit maintenant, bon, quand ça atteint 40-45 mm, il faut opérer parce que l'évolution peut se faire vers une fissuration ou une rupture. Et la prise en charge d'un anévrisme saxiforme doit être beaucoup plus rapide qu'un anévrisme fusiforme du fait disons, de la répartition particulière des forces à ce niveau. Alors, l'aorte ascendante est souvent intéressée, mais ce n'est pas forcément toujours vrai parce que les aortes, notamment au niveau abdominal, peuvent se rompre, surtout dans notre contexte où on a des anévrismes dits mycotiques ou infectieux. L'anévrisme mycotique, vous allez vous retrouver avec une paroi qui va s'infecter, qui va s'éroder et qui va se rompre dans des délais peut-être plus courts qu'on ne le pense. Donc l'anévrisme, il faut vraiment caractériser l'anévrisme et surveiller les anévrismes. Et cette surveillance d'anévrisme, c'est la même chose que dans les dissections de type B, parce que dans les dissections de type B, on va se retrouver avec une aorte qui présente un faux chenal qui aura tendance à augmenter si on ne régularise pas la tension artérielle. Et l'imagerie a son rôle en faisant de la surveillance. C'est pourquoi c'est la même surveillance qu'un anévrisme. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de chaque année ou chaque 6 mois, on fait des scanners pour voir si le calibre a augmenté. Si le calibre a augmenté, c'est là où il faut penser faire de la radiologie interventionnelle dans les contextes qui s'y prêtent. Sinon, c'est la chirurgie. Alors, la place de la radiologie interventionnelle donc, sera de mettre en place une endoprothèse sous guidage angiographique. Le but du jeu dans les dissections de type B, comme on en a parlé tantôt, c'est de fermer la porte d'entrée et bien sûr entraîner une involution, pour ne pas dire une thrombose du faux chenal, sachant que cette thrombose du faux chenal peut ne pas être aussi une solution. Il faut, quand on décide de mettre une endoprothèse, de réfléchir, en tout cas d'avoir un bilan complet de toutes les artères qui se sont branchées sur ce faux chenal. On en a parlé tantôt. Et on est obligé, sur ces artères, de mettre des guides, de perforer le flap pour se retrouver à opacifier de nouveau ces artères avant de mettre l'endoprothèse, parce que c'est une endoprothèse qui est couverte et que cette endoprothèse couverte ne laissera pas passer le sang. Donc il faut forcément trouver l'endoprothèse et mettre le guide qui va aller jusqu'au niveau des artères viscérales. Souvent, il faut un bon anesthésiste pour baisser la tension artérielle et le chirurgien qui va dénuder, parce que c'est un gros cathéter, ça va être du matériel de calibre assez conséquent. Donc il faut vraiment dénuder l'artère pour pouvoir mettre l'endoprothèse dedans. Voilà ce que ça donne. Ici, vous avez un anévrisme. Qu'est-ce qu'on fait? Ça pouvait être aussi une dissection. On met donc un abord fémoral. Après avoir dénudé l'artère, donc le chirurgien a dénudé l'artère. Le radiologue va mettre l'endoprothèse qui va remonter. Vous allez voir qu'il y a un guide d'abord. Le guide, il est là. Vous allez voir cette image métallique dans l'artère. Le guide va remonter jusqu'au niveau de l'aorte ascendante. Donc vous allez voir ce guide qui est là. Une fois qu'on a mis le guide, on pousse l'endoprothèse sur le guide. Vous voyez ici, on a toujours l'anévrisme qui est là. Et une fois qu'on est en place, l'anesthésiste va baisser la tension. Et une fois que la tension est bien baissée, on déploie la prothèse. Vous voyez,
Dès qu'on a déployé la prothèse, l'anévrisme est exclu parce que là, on opacifie pour contrôler. Et cette opacification nous montre que l'anévrisme est complètement exclu. Ça peut être aussi, comme je dis, une dissection. C'est ça le stent grave qu'on met en place. Alors, une fois qu'on l'a mis, on fait sa surveillance. Par exemple, ici, vous avez une dissection avec un faux chenal qui est thrombosé dès qu'on a mis l'endoprothèse parce qu'on a fermé la porte d'entrée. Et vous voyez, cette partie de la lumière était complètement comprimée. Vous le voyez ici sur l'aorte descendante. Et au contrôle, vous voyez qu'on a une expansion de l'endoprothèse parce que les pressions ont fortement diminué du mauvais côté. Et on voit que la lumière se réexpand et vous avez un aspect normal. Et c'est ça qu'il faut faire, notamment quand on surveille une dissection de type B où le faux chenal a tendance à augmenter de taille dans le temps. Alors, les urgences aortiques non traumatiques, donc c'est les syndromes aortiques aigus, on en a parlé, les anévrismes compliqués, et c'est essentiellement la rupture, parce qu'un anévrisme qui se rompt, notamment quand ce n'est pas à l'hôpital, c'est quasiment une mort assurée. Parce que les débits sont trop importants, donc il faut prévenir, notamment quand on a des douleurs ou quand on suspecte des fissures. Alors, l'imagerie se fera donc dans le sens de décrire de façon précise les lésions, mais aussi de mettre en place, en tout cas, une classification comme connue, soit c'est A ou c'est B, et en fonction de ça, regardez s'il y a des extensions aux artères viscérales. Maintenant, vous savez comment on fait et qui correspond à quoi. Et vous savez que l'écho-Doppler peut avoir son importance, notamment sur les anomalies valvulaires au niveau de l'aorte ascendante, mais aussi sur les anévrismes au niveau abdominal. L'IRM, indication exceptionnelle, surtout quand il y a des contre-indications. Et on sait que l'angiographie qui va nous guider dans la mise en place de l'endoprothèse est un élément important de la radiologie interventionnelle qui nous permet de prendre en charge ces patients. Je vous remercie de votre attention.